Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Xavier, je suis un ami de Caroline. On s'est connus en faisant notre bac ensemble au cours des 4 dernières années. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de l'aider en vous expliquant quels sont les principaux avantages à la souveraineté du Québec, c'est-à-dire au fait que le Québec sorte de la Fédération canadienne. Donc, on va faire ça assez simplement. Je vais vous présenter deux principaux avantages à la souveraineté du Québec. Pas plus compliqué que ça, il y en existe d'autres, mais à mon sens, les deux que je vais vous présenter sont les deux plus importants, les deux avantages primordiaux que j'ai nommés la culture et l'économie. Donc, si on prend la culture, vous n'êtes pas sans savoir que le Québec est entouré de millions d'anglophones. Si on prend le Canada anglais, si on prend les États-Unis, on a au bon mot près de 400 millions d'anglophones pour 8 millions de francophones. Donc, la langue française se retrouve en situation de minorité. Certains vont dire oui, mais c'est plus simple de parler anglais, tout ça. Évidemment, c'est pas un point avec lequel je suis d'accord. Au contraire, je trouve que le français, la langue française, qui est une langue très vivante dans le monde entier, est un atout, il y a quelque chose à protéger. Donc, si on part avec la prémisse que le français est menacé, qu'il faut le protéger, euh, donc la souveraineté devient une alternative très intéressante. Euh, donc, pourquoi la souveraineté? Bien, en étant souverain, en étant indépendant du reste du Canada, le Québec aurait les pleins pouvoirs en matière de législation. Législation, qu'est-ce que c'est? Législation, c'est des lois. Tout simplement, là, c'est le fait de promulguer, c'est le fait de pouvoir créer ses propres lois. Il y en a qui vont dire, oui, on a la loi 101 et tout ça, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'en étant dans la Confédération canadienne, on a au-dessus de toutes les provinces du Canada, de tous les territoires, on a la charte des droits et libertés canadiennes qui vient réglementer le tout. Donc, c'est une loi provinciale qui vient en opposition avec la charte des droits et libertés, ben, c'est la charte qui prévaut parce que c'est une loi là, fédérale qui s'applique dans l'ensemble des provinces. Donc, gardez à l'esprit que côté législation, côté loi, le Québec aurait les pleins pouvoirs en étant souverain parce qu'il n'a plus de compte à rendre à personne, il n'est plus sous l'autorité du Canada. Euh, la langue française, le français est une partie très importante de la culture, c'est un des piliers de l'identité québécoise et ça vaut la peine d'être préservé, ça vaut la peine d'être protégé. Donc si j'enchaîne avec l'argument économique, un Québec indépendant, il gagnerait énormément car il épargnerait des millions, voire même des milliards de dollars chaque année. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques années là, par Stéphane Gobeil qui s'appelle Un gouvernement de trop. Hein, c'est le titre du livre. Puis dans ce livre-là, dans la préface du livre, dans l'introduction, c'est écrit là, et je vous le lis, en éliminant des pans entiers de la bureaucratie fédérale sur son territoire, un Québec souverain, donc indépendant, disposerait d'une marge de manœuvre supplémentaire de 2 milliards de dollars par année, et ça même en renonçant à la péréquation. La péréquation, je viens un petit peu plus tard. Là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens de vous lire? C'est que même en éliminant là, la bureaucratie canadienne, le Québec, il gagne beaucoup parce qu'entre autres, il y a des dédoublements. Hein, dédoublement, je prends l'exemple de deux ministères, le ministère des Transports et le ministère de l'Agriculture. Ben, on a un ministère des Transports et de l'Agriculture au Québec, puis un ministère des Transports et de l'Agriculture au Canada. Ben, ça fait des fonctionnaires qu'il faut payer en double. Ça fait de la paperasse en double. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en double, pas nécessaires, et que le Québec est en masse capable de gérer seul. Donc ça, c'est un premier bloc, un premier élément. Je parlais de péréquation tout à l'heure. Il y en a déjà que je vois venir, peut-être pas nécessairement parmi vous, mais il y en a que j'ai déjà entendu ces arguments-là. Ah oui, vous savez, le Québec est accro à la péréquation. Le Québec est la province la plus endettée. Le Canada fait vivre le Québec en envoyant des chèques. Donc, je ne vous expliquerai pas la péréquation de long en large parce que c'est un peu complexe, mais juste pour nuancer cet argument-là, la péréquation, là, il y a quelques années déjà, là, donc le Québec reçoit un chèque de 8 milliards. OK, 8 milliards, c'est vrai. Sur le chèque, c'est écrit 8 milliards. Sauf que le Québec, dans les faits, reçoit 5 milliards.
Le Québec en reçoit 8, mais en donne 3 aussi. Hein, parce que le Québec envoie des taxes et des impôts à Ottawa, puis parmi ces taxes et impôts-là, il y a un montant qui sert à la péréquation. Donc, ceux qui sont forts en maths, là, 8 moins 3, ça donne 5. Donc, déjà là, il y a une nuance à faire. Et la péréquation, donc l'argent qui est redistribué du gouvernement fédéral à toutes les provinces du Canada, dont le Québec, ce n'est pas la seule relation, ce n'est pas le seul robinet provincial, fédéral. Il y a plusieurs autres robinets qui existent. J'en nomme quelques-uns. Il y a un robinet, hein, quand je dis robinet, là, c'est des budgets, là, de la défense, dans lequel le Québec perd environ 10%, dans la mesure où le Québec investit mais 20%, mais en tire juste 10%. Ensuite, il y a le bassin de l'achat des biens et services. Encore une fois, le Québec se retrouve perdant en termes d'investissement et de ce qu'il dégage. Il y a le bassin de l'aide aux entreprises pétrolières. Ça, c'est surtout concentré dans l'Ouest. Alberta, Saskatchewan, beaucoup plus Alberta, là. Il y a le bassin de l'aide aux industries nucléaires, surtout en Ontario, dans lequel le Québec investit de l'argent, parce que c'est obligé avec la façon dont la Fédération canadienne est faite, mais en retire presque pas en avant. Il y a le bassin de l'aide aux entreprises hydroélectriques. Hydroélectrique Québec, ça fait un, là. Hein, ce bassin-là sert surtout à développer l'hydroélectricité dans les maritimes. Donc, si on calcule l'ensemble des robinets, hein, l'ensemble des budgets dans lesquels le Québec met de l'argent et en retire, si on calcule l'ensemble de tout ça, le Québec se retrouve perdant. Puis là, c'est pas une affaire d'un séparatiste, puis fédéraliste, puis les chiffres, quand on calcule, quand on fait les calculs, le Québec se retrouve perdant. Donc, ça, c'est un autre avantage que je vois là, de la souveraineté du Québec, c'est qu'on arrête d'envoyer de l'argent à Ottawa. Un autre bloc, là, aussi, également de la dimension économique, c'est le fait de prendre ses propres décisions en matière économique. Évidemment, là, le Canada est un pays qui est orienté peut-être un petit peu plus vers les énergies fossiles. Je prends le Parti conservateur, assurément, mais même le Parti de Justin Trudeau, par moment, il y a des tendances un petit peu là, pétrolières. Le Québec essaie, en tout cas, tant bien que mal, de se tourner peut-être un peu plus vers les énergies renouvelables, les énergies vertes. Ben, c'est bien beau, mais quand l'argent, quand la recherche, quand les investissements sont faits dans les les énergies fossiles, pardon, ben c'est difficile justement de se tourner vers les énergies vertes. Donc le Québec, indépendant encore une fois, aurait les pleins pouvoirs, aurait toute autorité pour dire, écoutez, nous le pétrole, nous les oléoducs, on veut pas ça sur notre territoire, on veut pas que ça passe par chez nous. Nous, on veut se tourner résolument vers les énergies vertes, on veut se fixer des cibles ambitieuses, on veut intégrer l'accord de Paris, par exemple, sur le climat. Donc, on n'est pas relégué au rang de spectateurs. Parce que les représentants du Canada qui vont aux Nations Unies ou qui vont aux conférences, mais défendent les intérêts du Canada, mais du Canada pétrolier, qui est représenté par le gouvernement de Justin Trudeau ou le gouvernement conservateur. Donc, il y a ça aussi également à garder en tête, parce que le Québec et le Canada sont différents au plan idéologique et politique. Donc, ça fait assez le tour pour ce qui est de l'aspect économique. En terminant, donc, je vous ai exposé là, ce qui m'apparaissait être les deux principaux arguments pour la souveraineté, soit l'aspect culturel et l'aspect économique. J'ai essayé d'aller très court, j'aurais pu faire une période là-dessus, mais le but, c'est pas prendre trop de votre temps. J'aimerais dire deux choses en terminant que je trouve extrêmement importantes. Premièrement, la souveraineté du Québec n'est pas un repli sur soi. On l'entend parmi là, certaines personnes, les séparatistes, repli sur soi, ils veulent pas s'ouvrir au monde, tout ça. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas vouloir s'ouvrir au monde. Ça, au contraire, à voir avec le fait de vouloir vivre son identité, dans ce cas-ci québécoise francophone,
pleinement et librement. Donc, ce n'est pas un repli sur soi. Et deuxièmement, la souveraineté est faite pour le Québec et non pas contre le Canada. Ça aussi, c'est important à mentionner parce que des fois, on peut entendre dans les maudits séparatistes, ils en veulent au Canada, ci et ça. C'est un autre débat, mais chose importante, là, la souveraineté du Québec, on l'a fait pour les Québécoises et les Québécois et non pas contre le Canada. Donc, c'est vraiment, ça peut revenir au même, mais c'est vraiment une façon plus positive de voir la souveraineté. Puis, voilà.